On est tous d'accord. Vous qui avez joué, Guillaume. Moi, j'ai envie de dire que c'est naturel qu'il y ait un peu de relâchement. C'est vrai qu'on... Ça fait un mois qu'il y a des relâchements. Ouais, mais c'est normal. L'objectif du championnat, il est atteint. Les joueurs, ils veulent aller directement dans ce match de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a cet objectif d'invincibilité, mais c'était pour se... Ok, les gars, on met une petite carotte au bout. C'est un peu le tunnel mental. Les gars, ils ont ce match dans la tête. Donc oui, on préfère gagner avant un match de cette importance. Mais pour moi, ça va pas être décisif. Vous, c'est un petit relâchement. Pour vous trois, pas vraiment. Vous qui êtes peu confiant, pas vraiment. Ce qui m'ennuie, c'est que Luis Enrique avait commencé à parler des records. Responsabilité à l'extérieur. C'est bien d'être ambitieux. Mais très bien. On lui le reprochait. Ah non, mais je ne le reproche pas. Mais sauf que ces joueurs ne l'ont pas suivi. Et ce qu'on voit maintenant de manière confuse depuis la deuxième mi-temps comme contre Aston Villa, c'est que l'équipe répond moins, voire dans certains secteurs ne répond plus. Et ça arrive quand même au pire moment. Alors moi j'entends ce que dit Guillaume, la Ligue des Champions, évidemment, c'est l'objectif majeur. Mais il me semble que c'est pas en perdant qu'on prépare la victoire. Voilà, c'est tout. C'est ce qui vous rend également pessimiste, ces défaites contre Nice, surtout tout ce qui se passe depuis un mois, depuis Aston Villa. Oui, c'est ça. À partir de la 45e minute à Aston Villa, ce club, on ne le reconnaît plus. C'est-à-dire que ce qui avait fait sa force depuis novembre, en fait, est en train de se liquéfier tout. Et on retrouve les travers qui avaient marqué les débuts de la saison, à savoir des buts qui ne sont pas marqués, qu'on attend, beaucoup d'occasions, et puis un milieu de terrain qui perd un peu le fil, et puis derrière, beaucoup de buts encaissés. Ce qui est troublant, c'est qu'ils ont joué, parce qu'on parle de Nice, mais ils ont joué contre Nantes, un match de Le Havre. Voilà, et Le Havre 2-1. Et on oublie que contre Dunkerque, ils n'avaient pas fait un grand match non plus. Donc voilà, c'est pas un Paris conquérant, pas celui qu'on a vu en janvier et février. Voilà, donc il y a de quoi s'inquiéter. Tout ça, c'est un constat, d'accord, mais on manque d'explications, c'est ça qui est embêtant. Comment expliquer cette déliquescence, pour reprendre votre terme? Moi, j'ai le sentiment comme ça, confus, que la parenthèse enchantée, ouverte, lors de la deuxième mi-temps contre Man City, vous vous rappelez que le PSG était au bord du gouffre, qui a duré 3 mois. Voilà, et s'est refermé dans la deuxième mi-temps contre Aston Villa. Jusqu'à demain. Voilà. Alors, je l'espère, évidemment. Mais l'explication, il y a aussi le poids de la pression qui est inévitable et que je pense les Parisiens sont en train de subir de plein fouet. Eux qu'on voyait comme la meilleure équipe d'Europe depuis le début 2020. La pression, c'est l'explication, Bertrand? Je ne sais pas si c'est une question de pression ou de rendement individuel de certains joueurs. Dembélé n'a pas marqué depuis 5 matchs, Barcola n'a pas marqué depuis 10 matchs, Vitinha est plus haut niveau qui a été le sien pendant de nombreux mois, et donc tout ceci mis bout à bout, vous avez une équipe qui, là où avant les matchs, l'idée était de savoir quel serait le score du match, si c'était d'en mettre 4, 5 ou 6, maintenant c'est de savoir quel sera le résultat du match, savoir s'ils vont le gagner, faire nul ou perdre, ce qui est la tendance depuis 4 ou 5 rencontres. Donc évidemment les signaux ne sont pas hyper positifs. Après, on se rend bien compte à travers les résultats des autres équipes qui sont encore engagées dans cette Ligue des Champions. Si on regarde notamment s'agissant de l'Inter, et Arsenal est loin de gagner tous ses matchs de Première Ligue aussi, que ça accapare l'attention et voilà l'attention des joueurs. Donc sans doute que l'implication n'est pas tout à fait la même, qu'on a peut-être moins envie de se blesser, qu'on est peut-être un peu moins concerné. Et en plus le PSG était champion depuis très longtemps aussi, donc c'était pas le meilleur moyen de rester sous pression. Mais à l'arrivée, moi je suis un peu moins rassuré que je l'étais il y a de cela de nombreuses semaines. 2 défaites. Vous pensez que c'est la méthode Coué? C'est le seul discours possible concernant. Il a ses certitudes. Et si on prend juste, si on enlève le résultat final du match contre Nice, par exemple, c'est vrai que Paris aurait mérité de gagner en termes d'intensité, d'occasions créées. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pas le pire match, paradoxalement, dans leur séquence qu'ils ont réalisé contre Nice, parce que le meilleur joueur, c'est le gardien adverse. Mais après, ce qui est toujours un peu fatigant avec Luis Enrique, quand les résultats ne vont pas dans son sens, et on ne se rendait plus compte parce qu'il gagnait tous les matchs, c'est qu'en fait, il dissocie totalement le contenu du match de l'efficacité. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si les mecs ratent un éléphant dans un couloir ou s'ils marquent les buts, en fait, c'est bien toute la différence entre des 5-0 et des défaites 3-1, quoi. C'est qu'il fait comme si le dernier geste n'existait pas, ne lui appartenait pas. Et il s'en lave les mains. On a eu 30 tirs, enfin, d'accord, mais sauf que le principe, c'est quand même de les mettre au fond, quoi. Alors, même si tout ce qui est avant est hyper important, mais c'est un peu, c'était ce qu'il nous disait en début de saison, quoi. Ça me gonfle un peu, ça, en fait. Demi-finale demain,
première chose, oublier la défaite en saison régulière 2-0 Arsenal, on est tous d'accord là-dessus? Oui, enfin Eric, ça fait beaucoup de choses à oublier quand même. C'était pas les mêmes équipes. Non, mais faut oublier Arsenal, C'était pas les mêmes équipes. Oui, il faut oublier Nice. On est meilleur qu'eux parce qu'on les a battus 2-0, ou les mecs du PSG se disent de toute façon on est bien meilleur qu'avant. Je sais pas dans quelle mesure ça peut avoir une influence. Moi, je pense que les joueurs du PSG, eux, ils vont oublier justement ce qu'il faut oublier et se souvenir de City, de Liverpool, des matchs références qu'ils ont eus. Parce que la réalité, elle est là. On arrive à oublier le mois de galère? Mais bien sûr, parce que battre Liverpool, ça, pour eux, ça va être le résultat de la saison. Quand tu es joueur, c'est ce qui reste. Mais comment on retrouve ces automatismes-là qu'on a perdus pour moi, ils sont tranquilles. Bien évidemment, ces résultats-là, peut-être ça aide pas, mais quand tu prépares tes matchs, ils savent que ce jour-là, ils vont être présents. Après, ils vont peut-être se faire bouger, Arsenal va être meilleur, mais ils savent qu'ils vont répondre présents. Dans la préparation mentale du match, ce match-là, quand tu es joueur, forcément, le match de championnat, tu vas lever un peu le pied, tu vas faire un peu moins bien. Le coach, il le dit pas, mais c'est la réalité. Et si tu match tellement... tu dis quoi? T'es supérieur parce que tu leur as mis une leçon quand tu les joué au mois d'octobre? Arsenal, pour eux, ils sont prenables. Arsenal, ils font une saison extraordinaire. Donc pour eux, ils sont hyper positifs sur le fait qu'ils peuvent battre Paris, notamment grâce à ce 2-0 du mois d'octobre. On voyait, on va être obligé de libérer Olivier, on va retourner le voir. Juste un petit mot quand même, puisqu'on parlait de ce match de saison régulière. L'arbitre, Tony, sera M. Vincic le même qu'en saison régulière? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet arbitre? De toute façon, c'est l'un des meilleurs arbitres européens. Quand vous êtes dans le dernier carré, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup qui peuvent faire des matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont 6 ou 7 à pouvoir le faire. Donc c'est pas un arbitre réputé pour sa sévérité, ça, non, rien de slovène. Il est slovène. Voilà, il gagne aussi vite que Pogacar sur le vélo. Non, mais c'est un très bon arbitre. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de polémique au match aller, donc c'est pas un hasard s'il est là à nouveau. Il est très Olivier, les compos, évidemment, donc on l'a dit, ce ne seront pas les mêmes qu'au match aller. La compo du Paris Saint-Germain, d'abord, toujours la même incertitude, parce que c'est Barcola ou Doué, c'est la seule incertitude. Oui, exactement. On en revient toujours au même. Barcola ou Désiré Doué. Voilà, bien malin celui qui peut dire qu'il va débuter demain. Il n'y a pas eu de mise en place ce soir à l'entraînement, d'après ce qu'on a pu voir. En tout cas, pendant quelques minutes, il ne fait jamais de mise en place, Luis Enrique. Donc voilà l'incertitude. Mais bon, il n'y avait pas même si Marquinhos a encore paru en énorme difficulté face à Nice. Bon, je vois mal quand même Luis Enrique enlever son capitaine pour le match de demain et mettre Beraldo. Donc, a priori, ce sera la défense type. Le milieu de terrain type avec Neves, Vitinha, bien sûr, et Fabien Ruiz. Et puis, devant, à moins que Kvara finisse sur le banc. Mais avec Luis Enrique sur les 4 de devant, franchement, c'est très, très difficile d'anticiper ce qu'il va faire. Donc voilà, je ne vais pas me mouiller ce soir, mais voilà, il y a 4 joueurs pour 3 places devant. Le seul certain qui va jouer devant, c'est Ousmane Dembélé. Raison pour laquelle on met composition possible et non probable, parce que vous, Bertrand, vous avez l'impression que ça pourrait bouger. Non, mais disons qu'il nous a tellement réservé de surprises, Luis Enrique, qu'un des derniers matchs, on était là un lundi, quasiment tout le monde pensait que c'est Barcola allait jouer, finalement ça avait été Doué, je crois avant le match contre Aston Villa à l'aller. Et là, je me dis que le milieu de terrain a une baisse de régime depuis quelques semaines. Qui ne change jamais, Bertrand. Hein. Je sais qu'il ne change jamais. Il ne change jamais son équipe. Je suis d'accord, mais jusqu'au jour où peut-être qu'il décidera que, j'en sais rien, soit Neves, soit Vitinha, ils sont un peu moins bien, qu'il sortira Zaïre Emery du chapeau. Zaïre Emery, le problème, c'est que plus il joue, moins on a envie de le voir jouer. Donc c'est un problème aussi. Donc, je vous dis pas que ça va arriver, mais on est focalisé sur ce sera Barcola ou Doué, on n'est pas à l'abri qu'il sorte un truc du chapeau. C'est juste ce que je dis après. Vous êtes d'accord, Guillaume? Moi, son milieu de terrain, mis à part Vitinha, qui est vraiment le métronome, les deux autres, ils compensent énormément le déplacement des ailiers. Donc c'est pour ça que le choix des milieux de terrain, ça va être en fonction de qui va jouer devant. Parce qu'un Neves, il comble énormément de brèches en fonction du déplacement de Dembélé et de Barcola ou Doué. Donc pour moi, ça va être... Il y avait incertitude autour de Kvara également. De temps en temps, on s'est dit... Oui, de temps en temps, on s'est dit, mais sauf que depuis qu'il est là, il joue tout le temps. Ouais, il a l'expérience. Qui défend mieux que lui dans la ligne d'attaque? Les replis défensifs de Kvara sont hyper précieux, même si je suis d'accord avec vous. Ses dernières prestations offensives sont moyennes. Il n'est pas protégé, je trouve, par ses derniers matchs. Il le sera peut-être pas. D'accord. On verra. On sait qu'on ne sait pas.
Mais on le saura demain. Demain, on vous rappelle, prise d'antenne à partir de 18h15 avec Jour de foot. 19h15, il y aura le Canal Champions Club, 21h le coup d'envoi, et puis ensuite le débrief. On en reparlera quand on voit cette équipe, en tout cas. Alors, vous parlez du milieu de terrain, vous parlez de l'attaque, vous ne parlez pas du tout de la défense. Pourtant, les chiffres, Geoffroy, depuis Aston Villa, c'est cata. Hein. C'est en berne, c'est 8 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Je calcule bien, c'est donc 2 buts par match. Et si on regarde, c'est autant de buts que sur les 9 matchs précédents. Et donc, il y a effectivement cette baisse d'intensité aussi, peut-être parce que la défense est moins protégée. Hein, on parle de Vitinha. D'où vient le problème en défense? Pas de réponse? On ne sait pas. Non, mais après, le travail défensif, c'est collectif, encore une fois. Pour moi, voilà, cette petite flamme en moins dans le championnat, c'est ce qui explique cela aujourd'hui. Si Donc, relâchement également. Le relâchement, si on doit choisir une défense, moi, je prends les mêmes joueurs et Pacho, Marquinhos et Hakimi. Il y a eu aussi le turnover. C'est-à-dire que cette série-là, elle s'explique de manière différente. Vous avez une faillite deuxième période contre Aston Villa parce que Marquinhos, ça devient important. Là, il n'y a pas eu du Safonov aussi, il y a un moment qui est rentré. Il y a eu Safonov aussi qui a joué. Ben oui. Il y a eu ça, il y a eu Hakimi qui a été au frigo parce qu'il avait beaucoup joué, donc forcément quand c'est plus lui, le niveau baisse. Donc pour moi il y a il y a des faillites individuelles. Marquinhos je trouve incarne pas mal ça quand même. Et vous avez aussi le fruit de la rotation parce que le PSG justement est champion depuis longtemps, qu'il fallait préserver un peu certains joueurs pour qu'ils soient à 100% demain. Mais la thèse, l'effectif sous pression pour que tout le monde soit concerné. Enfin voilà tout ça. La thèse de quelque chose s'est cassé en deuxième mi-temps à Birmingham, ça vous la retenez pas? Moi, je suis d'accord avec vous, oui. Oui, voilà. Moi, je pense que ça avait commencé un peu avant, mais... Moi, c'est l'apprentissage. À un moment, il y a eu un gros coup de pression quand même en seconde période et il ne faut pas minimiser la performance d'Aston Villa. Mais moi, je pense que cette jeune équipe du PSG, en seconde mi-temps, elle a beaucoup appris. Et ils n'ont pas eu les ressources mentales, en tout cas, pour résister. C'est une leçon, en fait. C'est une leçon pour moi, je la vois comme ça. Mais c'est une leçon qui dure et c'est ce qui nous inquiète. On verra demain. On verra demain. Il y a eu Dunkerque aussi. Les gars, ils ont 20 ans. Hein. Oui, mené 2-0, Tony. Ils étaient menés 2-0 contre Dunkerque. Bon, finalement, quand cette saison, ils avaient mis 6 après, mais ils avaient raté une période où ils étaient menés 1-0. C'est arrivé plusieurs fois avant ça. Donc on se disait, ils ont tellement de marge, Des alertes. Et ils en ont moins, la marge. Beaucoup moins. Il y a les chiffres derrière, il y a les chiffres devant également. Oui, rien ne va plus, Eric. Non, mais on va vous donner un chiffre un peu pointu. Vous savez, les fameux XG, mais regardez, sur les 4 derniers matchs, Paris a marqué 3,4 buts de moins qu'attendu. Sur 4 matchs, c'est peu. Sur 4 matchs, mais ça fait un par match, quasiment. Contre, en 2025, Paris était à plus 7,2. En gros, Paris surperformait offensivement jusqu'avant Aston Villa. Paris a sous-performé depuis Aston Villa. Alors, petite question quand même, parce qu'on dit que le PSG, ça ne va pas très très fort. Mais est-ce que Arsenal, ça va vraiment mieux? Puisqu'on les a accompagnés, on les a encadrés. Moi, j'ai vu le PSG contre Nice jouer comme d'habitude. Vous voyez, de mettre toutes ses forces, l'intensité, etc. Alors que là, j'ai de gros doutes sur l'intensité, sur l'engagement des Gunners. On rappelle que les Gunners, depuis le début de saison, en fait, ils savent quasiment depuis très longtemps qu'ils ne seront pas champions. Ils ont tout mis sur la Ligue des Champions. Alors vraiment, eux, tout depuis le début. Ils sont en mission, c'est ce que vous dites. Complètement en mission, et pour l'instant, ça se voit sur les résultats. Et ce qui est incroyable, aussi du Arteta qui pianote un peu son effectif. Et donc forcément, si vous avez Saka ou pas Saka, ou Rice ou pas, ça change pas mal de choses, forcément. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que côté PSG, bon, le groupe est au complet, tant mieux, mais du côté d'Arsenal, il manque quand même Havertz. Partey va manquer, il manque Gabriel. Mais Merino va revenir. Fiori. Merino va revenir. Merino devrait revenir. Regardez, en principe. Non, mais quand même, ça fait beaucoup d'absents. C'est vrai, mais la défense Havertz ne sera pas là, ça fait beaucoup. C'est vrai, mais rappelez-vous, on a dit Gabriel, catastrophe. Gabriel absent, catastrophe pour Arsenal. Kivior fait parfaitement le job depuis qu'il est là, associé à Saliba en défense centrale. On a vu des joueurs être excellents, comme pour le coup Saka faire un très bon retour, Trossard faire bien le boulot. Moi, je suis pas très inquiet pour eux. Merino, numéro 9, donc, qui marque un but formidable contre le Real Madrid. Attention. Trossard va le remplacer. C'est quand même une équipe, parce que vous disiez un peu en méforme, etc. Non, en fait, c'est une équipe qui est hyper régulière tout au long de la saison. D'ailleurs, si vous regardez le classement de la phase de Ligue, d'ailleurs, si vous regardez les 3, ils sont 3e. Si vous regardez les 4 demi-finalistes, ils ont fini 2e, 3e, 4e. Il nous manque Liverpool qui était premier. Éliminé par le PSG. Et oui, et avec le PSG qui était au fin fond. Sinon, les meilleurs sont là, et ce sont donc les plus réguliers. Guillaume, je crois qu'on est que tous les deux. Hein. Moi j'ai envie de dire peu importe, parce qu'on voit Tottenham qui par exemple fait une saison catastrophique, ils misent tout sur l'Europa League. Alors, ils sont en demi-finale. Comme Manchester United. Mais, voilà, donc c'est pour ça que moi, l'état de forme est important, mais le psychologique, quand tu es joueur,
c'est ton match, c'est celui-là. Et malheureusement, c'est comme ça. Arsenal, Mais Arsenal aussi. Arsenal, ils s'en foutent. Ils se disent, ils vont finir deuxième de première ligue, ils sont contents. Non, mais ce que je te dis, ce sont des matchs de préparation. Les gars, dans leur tête, ils vont être là. Ils vont être là demain. Ça, c'est des deux côtés. Et bon, je suis pas très convaincu. On n'a pas de- Et vous avez Eric Bénard qui dit, moi je suis positif et toutes les relances sont négatives. Non, je te donne les chiffres. Non, mais je demande les explications. Franchement, au ministre, ils vont quand même Mais très non, mal. Et parce que Arsenal, ils vont quand même parce très que bien. je pense la même chose que Guillaume. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un relâchement pendant un mois. Les chiffres ne sont pas bons, mais sur un match demain, je pense Mais que les vraiment le potentiel il y en est aura Eric, énorme. mais et les chiffres d'Arsenal, enfin je ne sais pas si on l'avait dit maintenant ou pas, mais les chiffres d'Arsenal à domicile en Ligue des Champions sont effrayants. Ils sont invincibles. Mais ils sont d'abord sous Arteta à l'Emirates, ils n'ont pas perdu un seul match. Et si je vois cette année, ils ont joué 6 matchs, les buts encaissés c'est 0, 0, 0, 0, Tiens, 2 regardez, et 0. Arteta en Ligue des Champions à domicile, dans sa carrière. Et 9 clean sheets en 11 matchs. Oui. Putain, vous avez vu contre le Real? C'est une forteresse, l'Emirates. On va l'écoute de Lucas Puel. Je vous vois sourire. Non, mais On est content de la voir, Non, mais mais on ça l'aime vaut bien. rien, c'est pareil. Hein. Mais Elle langue de bois. on- Elle langue de bois. on Bien critique. résumé, Eric, c'est vous Non. qui avez dit, ça me fait plaisir. On critique